Hello girls, gays and everyone in between. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tétu Bavarde, le podcast audio et vidéo du magazine Tétu, disponible sur YouTube et sur les meilleures plateformes de streaming audio. C'est un rendez-vous qu'on vous donne toutes les 2 à 3 semaines. On va essayer de tenir ce rythme, il ne faut pas nous en tenir rigueur. En attendant, vous pouvez aimer, commenter, vous abonner. Pour ça, c'est @tétumag sur les réseaux sociaux. Pour cet épisode, j'ai envie qu'on parle d'un sujet musical, un phénomène musical, qui nous touche tous et qui touche particulièrement les 3 personnes autour de cette table, l'Eurovision. Alors, à mes côtés, pour parler de cet illustre concours, Hugo Manos, chroniqueur et animateur. Salut Hugo. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Je suis trop content d'être là. T'as des choses à dire, je crois. J'ai beaucoup de choses à dire. Je suis ravi d'être avec vous. On a aussi Marlène Schaff, donc artiste, performeuse drag, coach vocal qu'on a notamment retrouvé sur TF1 à la Star Academy. Salut Marlène. Hello. T'as aussi des choses à dire, une affinité pour l'Eurovision? Moi, j'ai toujours des choses à dire, même si j'y connais rien. C'est exactement ce qu'on aime dans ce podcast. Par contre, on a quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire et qui est très légitime là-dessus, qu'il a écrit un bouquin là-dessus. Donc, le bouquin, c'est Qu'Eurovision, histoire de la plus grande scène du monde, paru aux éditions Double Ponctuation. C'est Fabien Randan, qui est également journaliste chez 20 minutes. Salut Fabien. Bonjour, je suis également ravi d'être là. Alors, quand on t'a proposé de participer à ce podcast, tu t'es dit, j'ai des choses à dire ou... Je me suis dit, il me faudra bien plus que 12 points à développer pour dire tout ce que j'ai à dire. Tous les 4, j'aimerais bien qu'on se pose une question. Est-ce que l'Eurovision, c'est le show planétaire le plus queer? Et aussi, est-ce que c'est voué à le rester? Alors, je voudrais bien d'abord qu'on revienne sur les origines du projet. L'Eurovision, c'est... Alors, Fabien, tu vas me corriger si je me trompe. Événement musical organisé par l'UER, donc qui est... L'Union... Exactement, c'est ça. Mais c'est exactement c'est ça. C'est bien ça, l'Union européenne de radiodiffusion. Exactement. Dont le but du concours, donc, c'est de fédérer les pays membres de cette organisation et de les faire s'affronter dans une compétition musicale où chaque pays envoie un représentant ou une représentante. La première édition, c'était en... 56. Ok, et c'était où? C'était en Suisse. Ouais. À Lugano. Ok, donc des connaisseurs, ça commence bien. Snap. Mais Fabien, toi, dans ton livre, tu donnes plus de détails sur la backstory du concours qui aurait peut-être pas eu cette forme-là. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Oui, puisque l'Eurovision, au départ, c'est le nom du procédé technique qui permet les échanges d'images dans plusieurs pays, en direct, en simultané, ou les échanges d'images d'actualité. Le couronnement de la reine Elisabeth, par exemple, ça a été le premier événement diffusé en Eurovision. Et les chaînes qui participent, qui font partie de l'UER, se sont dit, mais comment est-ce qu'on pourrait utiliser d'une manière plus divertissante aussi ce procédé technique? Donc, ils ont réfléchi à plusieurs projets. Il y avait sur la table l'idée de faire un concours de cirque, d'artistes de cirque. Et finalement, ils se sont rabattus sur un concours de chansons inspiré du Festival de la chanson italienne de Sanremo, qui a été créé quelques années plus tôt donc en Italie et qui est devenu depuis une institution là-bas qui a révélé de très grandes stars. Donc, c'est le choix du concours de chansons qui a été fait, ce qui permet à chaque pays participant de présenter sa culture, de défendre sa langue, ses compositeurs, ses musiciens, etc. Même si aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'avoir la nationalité du pays que l'on représente. Ok. Moi, j'ai une petite confession quand même à vous faire. C'est que même si je présente cet épisode, je n'ai jamais suivi l'Eurovision. Oh my lord. Voilà. Pas bien ça. Inacceptable. On juge fort. Je m'étais préparé à cette réaction. Mais est-ce que c'est une erreur? Et pourquoi je dois rectifier le tir selon vous? Pour moi, c'est une grave erreur, ouais. Et je t'en veux beaucoup. Est-ce qu'on va me retirer ma carte de membre LGBT pour ça? Je vais y réfléchir, ça dépendra de la fin du podcast si on arrive à te convaincre. En fait. Okay. Donc on a aussi un rôle à jouer là-dedans. C'est tout l'enjeu de l'épisode. Okay. Voilà. Mais écoute, si tu veux découvrir des chansons incroyables, si tu veux avoir dans tes petits écouteurs des chansons en albanais, en islandais, par exemple, et les écouter vraiment de façon très sérieuse et quotidienne, ça me semble indispensable de te mettre à l'Eurovision. Voilà, parce que c'est vraiment un moyen de découvrir de la vraie bonne musique. Ouais. Même s'il y a aussi un aspect assez folklorique qu'on aime de l'Eurovision, avec des chansons un peu plus fun, avec des mises en scène un peu parfois loufoques.
Ok. Voilà. Et il y a aussi un aspect, je dirais, un peu nationaliste. Le mot est un peu fort hein, et un peu choqué. Le mot est lâché. Je l'utilise de façon volontaire parce que, en effet, ça fait appel en nous à notre amour de la nation. Il y a eu pendant des années beaucoup de drapeaux qui flottaient partout. On a tendance à défendre beaucoup notre pays, même si en effet on ne peut pas voter pour notre propre pays. Mais voilà, ça fait un peu appel à tout ça et c'est très agréable de ressentir cette effervescence. Donc c'est ça l'Eurovision. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous avez vu l'Eurovision, vous êtes tombé dessus? Moi, c'était avec ma grand-mère, ça c'est certain. C'était le rendez-vous. Et il me semble, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un souvenir de Amina. Alors, je ne sais pas si c'est la première que j'ai vue, mais je me souviens très très bien d'elle, de sa chanson, de la scéno, tout ça. Voilà. Ça t'évoque quelque chose, toi, Amina? Moi, c'est exactement le même souvenir que j'ai. Le premier souvenir, c'est Amina, le dernier qui a parlé, qui a raison, qui est par ailleurs ma chanson préférée de toute l'Eurovision de tous les temps. Connexion. Et, oui, c'est effectivement, je devais avoir 7 ans à l'époque et je ne sais pas si je me suis recréé ce souvenir, mais j'ai l'impression d'avoir suivi une bonne partie du concours, peut-être pas jusqu'au bout parce qu'il a fallu que j'aille au dodo, mais on parlait de sa participation dans les médias, sa chanson passait dans les émissions, il y avait le clip à la télévision et c'est une chanson qui me fascinait, c'est mon premier souvenir d'Eurovision. Oui. Et alors moi, c'est en 2 parties. Le tout premier souvenir, c'est Sakis Rouvas, un chanteur grec. Moi, je suis d'origine grecque, je le précise. Vive la Grèce. Donc Sakis Rouvas en 2004, qui était avec un petit crop top qui laissait entrevoir ses muscles saillants. Donc je me suis dit, oh tiens, c'est marrant ce concours, ça a l'air sympa. J'ai pas complètement regardé. L'année d'après, j'ai regardé la totalité du concours, donc en 2005, et c'est la Grèce qui a gagné avec Elena Paparizou, My Number One. Et donc là, j'ai vécu un sentiment de fierté, donc j'avais 16 ans, et vraiment j'étais fier, comme si c'était moi qui avais gagné, quoi. Et j'ai trouvé ça génial, et depuis, je suis totalement fan. Donc vraiment, c'est ça l'élément déclencheur. Ça t'a permis de ressentir ce que je pense beaucoup de fans de foot ressentent quand leur équipe en fait marque un but et mais finit. C'est un sentiment vraiment très proche, et c'est là où finalement l'hétéro 6 basique a un point commun énorme avec le fan d'Eurovision LGBT, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui fait selon vous une bonne chanson Eurovision? Est-ce qu'il y a un peu une recette forcément magique qui fonctionne ou pas du tout? Vaste ou est-ce que ça dépend sujet. peut-être des temps en fait au moment où la chanson sort? Ça dépend des gens aussi. Moi, je serais toujours ABBA, fan number one de ABBA. Tu viens avec du lamé, tu chantes une chanson avec 72 000 harmonies vocales. Et ça fonctionne. Mais là, pour le coup, c'est mon goût personnel. Après, il y en a qui préféreront peut-être les ballades. En fait, je pense que pour l'Eurovision, il y a quand même quelques codes qui font qu'une chanson peut fonctionner et marquer l'esprit des gens, des téléspectateurs qui vont regarder. Souvent, les chanteurs choisissent une thématique parfois fun, parfois très forte. Là, par exemple, ce qui me vient, c'est cette année, il y a un chanteur qui va avoir une chanson autour du café, du cappuccino. C'est l'Estonie, c'est sa thématique. Il y a un chanteur qui va avoir toute une histoire autour du son, le fait de taisez-vous, écoutez, voilà. Et donc voilà, donc on choisit des thématiques, il y a une histoire qui se crée à travers la chanson. Donc pour moi, c'est un peu l'élément marquant de l'Eurovision, des chansons Eurovision, c'est un ingrédient, c'est de trouver une thématique et une idée. Et moi, j'ajouterais qu'au-delà de ça aussi, il faut qu'il y ait l'authenticité, c'est-à-dire ne pas être dans le calcul. C'est-à-dire qu'effectivement, trouver le point d'accroche qui fait que l'artiste va vouloir défendre sa chanson sur le terrain de l'émotion. Louane, c'est ce qu'elle fait quand elle chante Maman, chanson hyper personnelle. Ou sur le terrain de l'humour, le groupe qui représente la Suède chante une chanson sur les saunas. C'est un groupe qui fait de l'humour, qui est habitué, qui fait que des chansons humoristiques. Voilà, ça fait partie de leur ADN. En fait, il faut rester fidèle à ce qu'on est en tant qu'artiste. Et je pense que c'est là l'ingrédient principal de la recette pour espérer faire le meilleur résultat possible au concours. Et personnellement, en tant que novice face à l'Eurovision, c'est vrai que j'ai toujours attaché ça à un côté queer, en tout cas LGBT, en fait, très extravagant, en fait, de par des performances, des artistes qui étaient aussi ouvertement de la communauté. Est-ce que, pour vous, ça a aussi vite été associé dans votre tête, en fait, à la fois l'Eurovision et sa dimension un peu queer? Moi, je dirais que ce que j'ai tout de suite aimé et ce qui m'a fait accrocher à ce programme, c'est une liberté.
Moi, j'ai toujours su que je voulais être chanteuse. Donc forcément, j'observais qu'est-ce que c'est être une chanteuse. Et la première chose que je voyais, c'est être une chanteuse, c'est peser le moins de kilos possible. Et quand je regardais l'Eurovision, j'avais l'impression que ça, c'était le dernier des sujets. C'était des tenues extravagantes, c'était des mises en scène, c'est presque des petites comédies musicales chaque tableau. C'est très théâtral, ouais, l'Eurovision. Et donc, je trouve que moi, personnellement, ça m'a donné énormément d'autorisation. Alors, moi, je suis une alliée de la communauté, donc je ne parlerai certainement pas en leur voix, mais j'imagine que si moi, j'ai ressenti cette autorisation et cette liberté, c'est peut-être aussi ça qui donne ce côté, le Super Bowl des queers, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. C'est effectivement un endroit, l'Eurovision, où il faut sortir du lot. Et c'est un terrain d'expression où on est encouragé à être nous-mêmes, à être fidèle à ce qu'on est et ça, à une époque où encore, enfin une époque, voilà, la société, elle veut quand même une certaine normativité sur plein d'aspects. Il faut être dans le rang, faut pas être dans ce qui dépasse, etc. Et l'Eurovision, c'est l'antithèse de ça. C'est sois toi-même, sois là avec ta folie, ton émotion, ta vulnérabilité. Tu seras jamais trop, quoi. Et voilà, et il y aura des gens qui vont se reconnaître en toi, qui vont être touchés par le message de ta chanson. Et je pense que même pour un artiste qui va se classer pas forcément très bien dans les dernières places, mais qui aura quand même des points, c'est très rare de faire vraiment 0 point et d'avoir une sorte de rejet total à l'Eurovision. Ça veut dire qu'il y a quand même voilà, des gens qui, quelque part en Europe, ont entendu ta chanson et se sont sentis concernés. Il y a quelque chose qui a vibré en eux et c'est ça aussi qui fait qu'il y a un lien émotionnel fort entre le public qui le regarde et les artistes qui sont sur la scène. Mes premières représentativités à la télé, justement de personnes où je me sens très proche d'eux par rapport à justement cette liberté d'être, ça a été l'Eurovision. Donc c'est vraiment un élément marquant de mon adolescence. Et ce que j'aime aussi, c'est cet équilibre en fait entre des chansons plutôt classiques à voix et parfois cette folie, cette liberté d'être soi, ces mises en scène et ces looks, ces dragues, tout ça. Je trouve que c'est un bon équilibre. Et finalement, les téléspectateurs qui sont en très très grand nombre, peuvent voter pour des profils qui ne sont en aucun cas ce qu'ils ont l'habitude de voir, parce qu'ils ont aimé ce moment, parce qu'ils ont aimé cette chanson, cette mise en scène, et ils se retrouvent à être des alliés sans même le savoir. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort. C'est un bel outil pour se rassembler. Et on a demandé à 2 de nos lecteurs de nous partager en fait le moment le plus queer qui a marqué en fait leur esprit en regardant l'Eurovision. On va écouter tout de suite ce qu'ils ont eu à dire. La prestation finlandaise de 2013 où une chanteuse dont j'ai oublié le nom chantait Marini et elle avait embrassé sa danseuse à la fin de sa prestation et ça faisait du bien dans un climat où en France on venait de débattre, où on débattait encore du mariage pour tous, où on avait vu la manif pour tous sévir dans les médias et les rues. C'était hyper cool d'avoir une représentation comme ça en musique à l'Eurovision en 2013. Moi, c'est pendant la victoire de Conchita Wurst. C'est la deuxième fois que je regarde l'Eurovision à ce moment-là. C'est un moment super fort. Moi-même, c'est un moment où je me pose des questions. Je suis au collège, etc. Je commence à comprendre certaines choses. Entre sa victoire et l'année qui va suivre, je comprends. Enfin, ça m'a permis de me poser des bonnes questions aussi à des bons moments et de comprendre beaucoup de choses. Donc non, un passage très fort pour moi. Est-ce que toi, Fabien, tu as la réponse? Parce qu'il n'avait pas le nom de la chanteuse. La finlandaise, c'était Krista Siegfried. Voilà. Et sa chanson Marry Me. Ah ouais. Oh là là, j'en étais sûr. Second snap. Et ouais, imbattable. Est-ce que y a vous un moment queer justement qui ressort un petit peu de l'Eurovision, de l'histoire de l'Eurovision, qui vous a marqué? Alors moi, c'est l'Ukraine en 2007. Okay. Avec un chanteur qui s'appelle Verka Serduchka. Serduchka, ouais. Voilà. Le fact-checking en direct. Et qui était un drag avec une chanson qui a plu énormément puisqu'il y a eu beaucoup de télévotes. Donc ça a vraiment rassemblé à un moment où finalement on ne voyait pas tant de drag que ça, avec une chanson hyper fun, avec une choré que tout le monde a retenue. Et en fait, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que personne n'a souligné, ou très peu de personnes
personnes ont souligné le fait qu'on voyait une drague à la télé parce qu'il n'y avait pas de cheveux, c'était une sorte de casque avec une étoile. Enfin, c'était un peu ovni et ça a vraiment rassemblé tout le monde. Donc ça, c'est le moment queer qui m'a marqué le plus et le premier. Moi, en fait, c'est revenir à la définition du mot queer, qui est weird, bizarre. C'est tout ce que j'aime. Et donc, j'en reviendrai toujours à ABBA, en fait. Parce que ABBA, c'est quand même 2 couples hétérosexuels, des gars avec les beubars bien taillés et tout ça, et qui arrivent avec des pantalons en lamé, pas de def. Pour moi, c'est extraordinaire de voir ça. D'autant que dans la pop, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement formaté. C'est vrai. Tout le monde a un petit peu les mêmes visuels. Et donc, quand tu allumes ta radio, c'est à peu près, tu sais dans quelle année tu es quand tu écoutes la radio, tu vois. Et l'Eurovision, les gens s'habillent comme ils veulent. Tu as le choix de pouvoir entendre plein de styles musicaux. Tu vas avoir du métal. Il me semble que c'était la Finlande qui avait fait venir un groupe de métal avec des masques et tout. Dis-moi, à quelle occasion tu peux voir dans un show ultra commercial du métal? Ouais, non, c'est vrai. That's queer. Et qui gagne. That's queer. Donc, ils avaient gagné. Ils avaient gagné la Finlande, bien sûr. Avec du métal. Avec leur monstre, tout à fait. Les gens ont voté en masse. Mais Fabien, toi, est-ce que tu penses qu'il y a une année et une performance du coup qui irait avec, qui a marqué un tournant en termes de représentation queer dans l'Eurovision? Alors moi j'en vois 2, il y a Conchita Wurst qui a été évoqué dans le micro-trottoir et je pense qu'avant Conchita Wurst, en pionnière, Dana International en 1998 qui représentait Israël, première artiste trans sur scène et qui remporte le concours de l'Eurovision. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'autres artistes trans depuis au concours. Et voilà, c'est 1998, à une époque où la question trans n'est pas du tout évoquée dans les médias. C'est aussi une artiste qui a participé face à l'adversité d'une partie de la population israélienne. Elle a dû faire face à l'hostilité, notamment des politiques d'extrême droite, des plus religieux également. Donc, elle a ouvert la voie à plein d'autres artistes, je pense, après elle. Et peut-être que si elle n'avait pas participé, si elle n'avait pas gagné, l'Eurovision ne serait pas le concours qu'il est aujourd'hui. C'est une question qu'on peut se poser. Il n'y aurait peut-être pas eu justement des Conchita Wurst. Et il n'y aurait pas eu Conchita Wurst. Et Conchita Wurst, à titre personnel, moi, c'est celle qui m'a fait le plus vibrer parce que, comme ça a été évoqué aussi dans le micro-trottoir, on est après toute l'horreur de la manif pour tous, tout ça, et puis cette encore blessé de la violence à l'époque de ces manifestations-là, et on a cette drag queen à barbe qui ne s'excuse pas d'être là, qui a son message de résilience, cette chanson formidable qui a traversé le temps d'ailleurs, qui est encore chantée aujourd'hui, et qui brandit le trophée en disant « We are unstoppable », on est inarrêtable, et ça... C'était vraiment quelque chose de réparateur, je dirais. Elle a marqué aussi un tournant pour vous, Conchita? Ah bah clairement, mais Dana International aussi parce que les 2 exemples que tu viens de donner, c'est donc effectivement tout ce que tu as dit, mais les 2 titres. Donc il me semble que le titre de Dana International, c'était La Voix. Diva. Dans la voix. Ah oui, c'est parce que je me mémorisais ce truc-là qu'elle dit. Voilà. Et Rise Like a Phoenix, c'est des chansons déjà extrêmement bien composées. Et puis, c'est du spectacle vocal aussi. Ouais. Là, on a des titres, c'est un whole package, quoi. C'est à la fois, je viens te dire quelque chose, je viens me mettre sur scène sans aucune excuse, et en plus, je partage mon talent, quoi. Parce que Conchita Wurst, moi, je peux te dire que j'ai coaché je ne sais combien de chanteurs là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent la chanter, cette chanson. Ah ouais, donc elle a mis vraiment le niveau, tu penses ouais. J'adore. Je crois que c'est dans mon top 10 de mes chansons préférées, Rise Like a Phoenix. Toi aussi, Hugo? Moi, j'aime beaucoup et surtout, je me rends compte que la presque totalité de la population européenne connaît le nom de Conchita Wurst, connaît la chanson et je trouve, en tout cas, l'accepte relativement bien. Donc ça a été un tournant justement dans l'acceptation parce que ça a été tellement médiatisé au-delà même de sa victoire et de la soirée en elle-même de l'Eurovision. On a parlé d'elle avant, pendant, après, pendant longtemps. Et donc c'est devenu un nom référence dans l'esprit de chacun. Et ça c'est très fort.
Et tu l'as mentionné, Fabien, au tout début, tu le dis aussi dans ton livre, que ça aurait pu être, l'Eurovision, une compétition de cirque. Et j'ai l'impression que c'est un peu la remarque homophobe en fait, qui est beaucoup faite en fait, à l'Eurovision, qu'en fait c'est un cirque. C'est un cirque. Où il y a tous les gens bizarres, les gens chelous qui viennent là, qui font n'importe quoi, ils ne nous représentent pas. Il y a un peu cette remarque-là, donc c'est marrant en fait, qu'à la base, ça ait dû être ça, c'est assez ironique. Mais justement, est-ce que l'Eurovision, tu l'avais évoqué un petit peu Marlène, c'est pas là où les personnes queer, mais au sens justement bizarre, justement qui rentrent pas forcément dans le moule, est-ce que c'est pas là leur place finalement? C'est pas là où ils peuvent le plus briller possible et avoir un rayonnement, le rayonnement qu'ils méritent au final? Ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la liberté, mais après moi il est vrai que quand j'entends ce genre d'argument, notamment l'année dernière avec Nemo, est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre en jupe pour aller chanter une chanson? Je me dis, je pense que vous avez quand même la mémoire un peu courte, parce que tout le monde a quand même chanté du Elton John. Rappelez-vous comment il s'habillait dans les années 70, ou David Bowie, ou même quand tu allais voir un groupe comme Kiss, c'est quand même des mecs qui se maquillaient de haut en bas, ça parlait pas dans les chaumières, donc je trouve que c'est vraiment, c'est juste, ça prouve un petit peu. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est les gens qui choisissent. Les gens votent d'abord pour choisir leur artiste dans beaucoup de pays, et ensuite le soir de l'Eurovision. Si les gens ont envie de choisir une chanson de qualité chantée par un artiste qui porte une jupe, qui se maquille, qui fait des choses sur scène qu'on n'aurait pas pu imaginer, peu importe, les gens choisissent. Donc l'Eurovision, c'est la démocratie. Ouais. Et c'est ça qui froisse les réacs, c'est-à-dire que ce qu'ils ont envie de voir caché, dissimulé, tu, etc., est porté au nu à l'Eurovision. Et en fait, c'est contre-intuitif pour eux parce qu'ils disent non, mais les gens ne peuvent pas être ouverts au fait d'accepter qu'un artiste performe habillé de telle manière ou chante sa non-binarité, etc. Si. Et effectivement, il est lu par le public, par les jurés et le public. C'est bien pour ça que la Hongrie, par exemple, s'est retirée du concours. C'est vrai. Ouais. Parce que, quand on est gouverné par le power réactionnaire, on décide de ne pas soumettre sa population à des votes, puisque les Hongrois voteraient peut-être pour Nemo. Ils auraient peut-être voté pour Nemo. Totalement. Donc voilà, autant ne pas se mettre cette réalité sous les yeux. Et pour Billy Elliot, qui a été interdit en Hongrie. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un jeune garçon qui danse. Ouais. Voilà. Ouais, le curseur est assez bas pour eux. Ouais. Est-ce qu'au final, moi, ce que j'en retiens, c'est l'idée de résilience en fait avec ce concours. Il y a aussi quand même une portée, l'idée de résister justement peut-être au regard des autres, à la pression de ceux qui voudraient nous faire disparaître peut-être. Oui, c'est ça. Et puis surtout, c'est l'événement non sportif le plus suivi au monde. Davantage que le show du Super Bowl, c'est 120 millions de téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent le concours chaque année. Et c'est effectivement cette poche de résistance à une époque où on voit que des retours en arrière. Ouais. Même des entreprises qui jusque-là mettaient en place des politiques de diversité et d'inclusion. Aux États-Unis notamment, on revient dessus. On voit au Royaume-Uni des lois hostiles aux personnes trans qui sont clairement mises en place, applaudies par l'une des autrices à succès, celle dont il faut taire le nom. Voilà, et sans que ça froisse sans que ça froisse énormément de monde en dehors des personnes concernées d'une partie de la communauté LGBT. Je trouve qu'il y a peut-être un manque de solidarité communautaire. C'est un autre sujet, mais je lance le truc. Et voilà, on est dans une période où il y a des retours en arrière. Et l'Eurovision, c'est cet espace qui dit venez porter vos messages, on vous défendra. Et quand, en 2018, il y avait une délégation chinoise qui était sur place à l'Eurovision pour peut-être tenter de mettre en place un concours similaire en Asie, enfin réfléchir à des choses. Ils viennent en observateur et une chaîne chinoise diffuse le concours. Sauf que pendant une demi-finale, sur le tableau de la chanson irlandaise, il y a 2 danseurs qui s'embrassent sur la bouche, 2 danseurs hommes, qui se font un petit bisou de rien du tout. C'est vraiment une seconde et puis c'est fini. Et en Chine, ce passage-là a été censuré. Et l'UER a décidé de retirer les accréditations à la Chine et la chaîne n'a pas pu émettre la finale parce qu'il faut tout retransmettre quand on retransmet l'Eurovision. Et donc, cette intransigeance-là, je trouve, est plutôt un bon signe de dire, bien sûr, l'Eurovision, c'est perfectible, il y aurait des choses à dire, mais en tout cas,
Il y a cette intransigeance sur le fait de dire non, les artistes viennent, présentent ce qu'ils veulent présenter, chanter, etc. Bien sûr, c'est validé en amont parce qu'il ne faut pas qu'il y ait tel ou tel message. Voilà, il y a des règles à suivre. Mais voilà, à partir du moment où les choses sont validées et où l'artiste est là pour défendre sa chanson, eh ben, il n'y a pas de raison de le faire taire. Et grâce à ton livre, Fabien, j'ai appris que les fans de l'Eurovision s'appelaient tout simplement les Eurofans. Bon, c'est pas aller chercher très très loin, j'aurais pu le deviner, mais quand même, donc j'ai appris ça. Mais je savais déjà qu'il y a toute une communauté donc, qui s'était fédérée. Il y a pas mal de viewing parties, donc des soirées de visionnage qui sont organisées, souvent d'ailleurs tenues par des drag queens qui lancent ça. Il y a des rumeurs aussi d'une fanzone qui pourrait peut-être être organisée à Paris cette année. Voilà, c'est des rumeurs, donc moi je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais voilà, donc au final il y a quand même tout un setup qui fait penser à la Coupe du Monde de football, quand même, en termes de rayonnement et d'organisation. Est-ce que ça a été votre ressenti, en fait, je veux dire, en termes d'ampleur? Est-ce que ça vous a permis aussi de faire communauté à travers l'Eurovision? Avec les personnes LGBT moi je dirais plutôt, enfin en ce qui me concerne, avec tout le monde. J'ai des amis hétéros, homos, vieux, jeunes, et l'Eurovision, tout le monde la regarde. Vu le nombre de téléspectateurs, on peut clairement dire qu'il n'y a pas que les personnes LGBT. Et ce que j'aime justement, c'est le fait de sortir de cette idée que je vais inviter mes amis homos pour regarder l'Eurovision. Non, j'invite tout le monde et en fait finalement l'espace d'une soirée, on a tous les codes un peu LGBT et on est ensemble, on se comprend, on s'aime comme on est. Et voilà, sans faire preuve de sectarisme ou quoi que ce soit. Certes, c'est notre concours, on peut le dire aussi, parce que bien évidemment, c'est la Coupe du Monde des personnes LGBT. Il faut le dire, certes, mais on invite tout le monde, parce que nous, on est ouverts. Enfin, il y a quand même une règle, Hugo. Dis-moi. Bah, tu dis que tu n'es pas sectaire, tu as quand même une petite règle. Tu invites tout le monde, mais... Par contre, une chose très importante, quand les chansons passent, ouais. je ne veux pas un bruit. Voilà. Je veux que tous mes amis écoutent la chanson pour la noter. Donc chacun a sa feuille, son tableau que j'ai imprimé. Ah ouais. Et bien sûr. Ah oui, d'accord. Ok. Tu fais la même chose ou pas? Alors, je suis dans la salle de presse à ce moment-là, oui, pendant la finale. Ah, mais le qui sont professionnels. Avant que j'y sois, bien sûr que c'était, c'était chacun fait son classement. Et puis de façon sérieuse. Voilà, oui. Moi, si quelqu'un est en train d'avoir un fou rire pendant une chanson ou en train de discuter sans écouter, il peut pas noter, il dégage. Il y a un videur à l'entrée. Voilà, il y a un videur à l'entrée, c'est la dictature de l'Eurovision. Mais c'est vrai, donc il y a cette image, comme tu dis, d'événements queer, mais queer friendly. Donc c'est vrai qu'il y a quand même les alliés, il y a tout un truc qui est fédéré autour. C'est pour tout, c'est pour toute l'Europe. Est-ce que moi j'avais une question, parce qu'il y a cette image en France d'un événement qui est assez queer, mais est-ce que c'est la même perception dans tous les pays, un petit peu, les pays membres notamment? Justement, je me permets de rebondir parce que, en fait, moi étant grec, l'Eurovision a un impact beaucoup plus fort en Grèce, ou en tout cas, à ma découverte dans les années 2000, toute la Grèce regardait l'Eurovision. Toute la Grèce était fan. C'était un rendez-vous à l'époque où en France, ça avait encore un peu une image ringarde qui depuis 5-6 ans est en train de vraiment changer parce qu'on a envoyé nos artistes stars. Ou voilà, maintenant il y a un côté quand même. Voilà. Mais bon, avant ça, en France, on disait de toute façon ceux qui regardent l'Eurovision, c'est des ringards. C'était un peu ça qui était dit. En Grèce, pas du tout. En Grèce, qu'on soit LGBT, qu'on soit la yaya, la mémé, qu'on soit la famille qui regarde ça avec ses enfants, tout le monde regarde ça. Donc après, il faut quand même bien se dire en toute humilité que la vision qu'on a de l'Eurovision en France n'est pas celle qu'on va avoir en Estonie, en Suède. En Islande, il y a 99% de la population qui regarde l'Eurovision. Okay. Donc, le film Tu sais, le film Eurovision. Ah oui, voilà, exactement, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, il faut avoir l'humilité de se dire One point. Bien joué, un point. T'as réussi à le caser, Parfait, bien joué. Donc voilà. Je rebondirais sur ce que disait Hugo sur la comparaison aussi avec la Coupe du Monde de foot, c'est qu'à l'Eurovision, effectivement, tout le monde est la bienvenue. Alors que dans une Coupe du Monde de foot, on a vu des éditions où il était interdit de brandir un drapeau arc-en-ciel. Ou une Coupe du Monde en Russie, en tant qu'homo, je ne suis pas sûr que j'aurais pu y aller en tenant la main à mon compagnon dans la rue. À l'Eurovision, vous tenez la main à votre compagne, votre compagnon, sans aucun problème. Donc oui, il y a cet aspect fédérateur, mais c'est peut-être l'événement le plus inclusif du monde, davantage qu'une Coupe du Monde de foot. Ou qu'un Super Bowl aussi. Ou qu'un Super Bowl. Est-ce
est-ce que vous surveillez un petit peu aussi les pronostics? Parce que je sais qu'il y a pas mal ces enjeux-là, où semaine après semaine, ça évolue, il y a la cote. Moi, je regarde les bookmakers dès qu'ils sont ouverts. Ok. Parce que force est de constater que depuis quelques années, c'est pas déconnant. Hein, ce qu'ils prédisent, ça a quand même du sens. Dans leur top 10, il y en a au moins 8 qui y sont. La chanson qui va gagner une fois sur deux, elle y est. Donc c'est intéressant de voir un petit peu les tendances. Ça cache pas le plaisir, un petit peu? Alors, un peu je comprends que pour certaines personnes, ça puisse avoir un aspect un peu spoil. Moi, j'adore me spoiler. Donc, en fait, j'ai envie d'être omniscient, d'être partout, de pouvoir voir est-ce que mes pronostics sont bons, est-ce que mes favoris sont dans les favoris aussi des bookmakers, est-ce que j'ai le nez, est-ce que je suis à la ramasse. J'ai envie de tout savoir. Est-ce que c'est pour tricher lors des soirées et mettre déjà un petit peu les résultats? Non, parce que le but de mon classement, c'est de mettre ce que j'aime moi. Okay. Donc, je peux très bien mettre un dernier du bookmaker dans mon top 3. Ouais. Moi, je veux vraiment mettre en avant ce que j'aime moi. Et les gens misent... Ils misent de l'argent, ils font des paris. Ouais, ils misent de l'argent. T'es intéressé, un business? Le truc, c'est ça, c'est qu'on sait très peu combien de personnes misent, etc. Mais c'est vrai que ça ouvre très tôt, hein, les mises sur l'Eurovision. Ils ont effectivement souvent raison, mais l'an dernier, par exemple, ils se sont plantés. C'est-à-dire qu'au moment où la finale s'arrête et où donc les mises se stoppent, le Croate était à 53% de chance de victoire. Et au final, il a terminé deuxième. Voilà. Donc il y a toujours la possibilité que c'est l'aspect jury qui peut fausser un peu les choses, parce que le Croate est arrivé premier des votes du public. Voilà, des votes du public. Donc voilà, depuis quelques années, il y a 50% des votes qui sont faits par un jury de professionnels, donc c'est beaucoup moins palpable à l'avance. Et après, les goûts du public qui là, eux, pour le coup, correspondent plus aux résultats des bookmakers. D'accord. Mais là, c'est vrai que les bookmakers, quand on les regarde aujourd'hui, ils donnent une indication un petit peu de qui peut bien s'en sortir, puisque aussi tout est indexé par rapport aux prestations vocales dans les différents concerts auxquels les artistes participent. S'il y a des petits coups de promo, ça attire l'attention, donc ça va peut-être inciter des gens à miser, etc. Donc, il faut rester quand même prudent, mais dès que les répétitions commencent et qu'on commence à avoir les premières images de ce à quoi ressemblent les scénographies et tout, là ça s'affine et peut y avoir des révélations. D'ailleurs, je pense que cette année, je vous le dis, ils vont complètement se planter. Puisque là, ils ont mis la Suède en premier, deuxième l'Autriche, troisième la France, et c'est la France qui va être première. Donc je pense qu'ils vont... Tu vas miser? Comment? Tu vas miser? Ah non, moi je mise pas. Moi, tu vas investir un peu? Je vote. Enfin, je peux pas voter pour la France, mais no money, only pleasure. Ouais, je pense aussi que c'est la France qui gagne. Donc ils vont se tromper cette année. Ok. Bon, au moins vous l'avez prédit ici. Voilà. J'ai envie quand même de vous tester, de faire un petit jeu pour voir vos connaissances en termes d'Eurovision. Première question. Quelle chanson a permis à ABBA de gagner en 1974? Waterloo. Voilà, tu vois, tu auras eu une bonne réponse quand même. Vu que j'en parle depuis tout à l'heure, ils ont même pas, on lui laisse, ils ont même pas. Alors que je pense que dès que tu as dit Ab, ils avaient déjà le Waterloo. Et puis ils te regardaient dans les yeux comme une offrande. Là, vous étiez en train de prédire une victoire pour la France à cette Eurovision, mais combien de fois la France a-t-elle gagné l'Eurovision jusqu'ici? 4 5. C'est 5. Là, je suis face au maestro. À quelle place s'est retrouvée la France en 2024? 2024 avec Slimane. Avec Slimane 4e. Ouais, bien. Combien de pays non européens participent au concours et lesquels? Alors l'Australie. Après, est-ce qu'on considère l'Azerbaïdjan comme un pays européen? Moi, j'ai mis dans ma liste. Ça y était non européen. Donc Azerbaïdjan, Australie, la Géorgie peut-être. Est-ce qu'elle en fait partie? Non. Voilà, Israël. Et il en manque un qui commence par A. Arménie. Ouais, c'est ça. Et ça a été ma surprise d'ailleurs d'apprendre qu'il y avait des pays, notamment l'Australie, qui faisaient partie. Est-ce qu'on sait un petit peu pourquoi ils ont voulu un petit peu s'inclure? Alors, en fait, Eurovision n'est pas égal à Europe. C'est-à-dire que c'est la zone sur laquelle le procédé de diffusion s'étend. Donc, ce qui fait que le Maroc, par exemple, a participé une fois à l'Eurovision. Okay. Le Liban pourrait participer, la Jordanie. Enfin, il y a plusieurs pays extra-européens qui pourraient prendre part à la compétition. Et l'Australie participe depuis 2015. Au départ, c'était à titre exceptionnel, sur invitation, parce que c'était le 60e anniversaire. Et il se trouve que l'Australie est un pays très fan de l'Eurovision. C'est un pays qui adore ABBA. Puisque ABBA aussi a été l'un des seuls groupes à l'époque à se rendre en Australie pour donner des concerts, puisque c'est tellement éloigné qu'il y a plein d'artistes qui ne font pas le trajet jusque-là, qui ne faisaient pas le trajet jusque-là, donc ça a créé un lien très fort. Et c'est aussi un pays
qui a une importante diaspora européenne, avec notamment beaucoup de Grecs, de Chypriotes, de Britanniques, etc. etc. Donc, ça fait aussi un vivier, ça a fait pendant des années un vivier de téléspectateurs, et c'est devenu un événement de pop culture là-bas, puisque en Australie, on se lève à 5h du matin pour suivre la finale, quoi. C'est pour ça que c'est Good Evening Europe and Good Morning Australia. Okay. I love it. Et dernière question, quel pays a eu le plus de victoires? L'Irlande et la Suède. Avec combien? 7. Ouais. Vous êtes trop fort. C'est impressionnant. Fan de vous. Là, cette année, donc, c'est Louane qui va représenter la France. Mais on a demandé à nos lecteurs s'ils avaient des idées d'artistes queer à envoyer pour l'édition prochaine. Je dirais que ça pourrait être Oshi, que j'aime beaucoup à titre personnel parce que je trouve son grain de voix assez iconique et je pense qu'elle représente bien ce que les Européennes cherchent à l'Eurovision. Oshi 2026, je vote direct. Une artiste queer que j'aimerais bien voir représenter la France en 2026. J'aime beaucoup Suzanne, je trouve qu'elle fait de très beaux textes, de très belles paroles. Elle est engagée sur plein de combats politiques ou militants qui moi aussi personnellement me tiennent à cœur. En plus, je chante très bien, donc pour un concours de chant, c'est parfait. Je pense que Suzanne, c'était une bonne suggestion pour le coup. C'est parce je trouve qu'elle a une direction artistique, un truc visuel quand même qui est assez frappant. Mais on avait parlé un petit peu derrière avec Fabien. Toi, tu avais une autre suggestion avec laquelle j'étais très d'accord. Moi, j'aimerais beaucoup voir Santa sur la scène de l'Eurovision. Je pense que elle ferait le show, il y aurait quelque chose d'intense. Les premières rumeurs de cette année avant Louane, c'était Santa. C'était les premières rumeurs qui couraient. Il y avait sa performance avec le piano un petit peu aussi aérien comme ça qui était assez mémorable. Et on se dit s'il a fait quelque chose comme ça, je pense à l'Eurovision, il y a... Je l'avais interviewé l'an dernier pour la sortie de son album. Je lui avais posé la question de l'Eurovision et elle m'avait dit je suis pas... j'adorerais. Elle a rien contre l'idée de faire l'Eurovision, mais elle se dit j'ai pas encore la légitimité en artiste solo pour y aller. Et puis après, je l'ai vu faire la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques et en fait oui, elle est capable de chanter dans un stade devant un public international, 80 000 personnes. Il n'y a plus d'excuses. Moi je pensais à Aloïs Sauvage qui est pour moi une artiste dont on n'entend pas suffisamment parler. Je trouve que déjà j'adore sa manière de chanter, je la trouve super héroïne sur scène. Enfin, je veux dire, la fille elle a un physique à la Pink, quoi. Elle travaille à la Pink, tu vois ce que je veux dire. Elle a une formation circassienne et elle en joue sur scène. Donc moi, je trouve qu'elle est intelligente, elle écrit bien, elle chante bien, elle fait des trucs de dingue. Elle n'est pas assez connue en France. Let's go. Bonne idée. Piche aussi. Ah, Piche, ouais. Enfin, moi, il y en a plein. Moi, en fait, j'adore Santa. Je connais bien Recommence-moi, après 4 mois de Starac. Artiste fabuleuse, elle chante. Mais moi, je trouve que nous avons énormément d'artistes en France qui sont pluridisciplinaires et dont on n'entend pas assez parler, qui ne sont pas assez mainstream. Et moi, c'est ça que j'aime dans l'Eurovision. Alors, je comprends, bien évidemment, c'est formidable d'amener des artistes super populaires, Patricia Cass, Céline Dion, France Gall, j'en passe, et des meilleurs, mais... avoir cette plateforme qui peut aussi permettre à des artistes un peu moins connus de se faire découvrir du grand public. Moi, j'aimerais qu'on utilise cette plateforme comme ça, mais c'est mon côté syndicaliste, ça. Moi, j'en dirais 3. J'en avais 2, mais là, tu m'as donné une idée. Alors, Pierre Demers, j'aime beaucoup. Je pense que sur scène, puis il a un style tout à fait singulier. Sur scène, il donnerait vraiment... Pour la France ou la Belgique ? Pour la France. On n'a pas besoin que ce soit des Français. Non, il pourrait, Oui, mais on en a des biens, des Français. Il pourrait représenter la France. J'en ai 2 autres, les amis. Calmez-vous, calmez votre nationalisme, les amis. T'as vu ? On est dans les clous. Ensuite, Iseult. Iseult, j'adore. Et ensuite, alors... parce que justement, je trouve qu'on n'entend pas assez parler, que pour moi, c'est une des plus belles voix françaises, je dirais Léa Castel. Ah ouais. C'est la voix féminine française que je trouve la plus incroyable et je trouve qu'elle mérite beaucoup plus d'être entendue. Bien sûr, sûr. Et là, dès 2025, les artistes qui vont concourir à l'Eurovision, ils s'engagent à respecter un code de conduite qui n'était pas jusque-là mis en application, avec
un respect de la neutralité politique, donc qui est demandé. Je pense que ça fait écho à l'édition précédente, où il y avait eu donc pas mal de prises de position de la part des artistes concernant la Palestine, toute une controverse aussi autour de la participation d'Israël au concours. Et là, le comité a déclaré, donc je vais citer carrément la déclaration, c'est « L'Eurovision est un événement joyeux, non politique, destiné à célébrer la musique et la culture ». Dire que l'Eurovision est un événement non politique, est-ce que c'est pas un peu un non-sens en fait? Est-ce que c'est pas aussi nier la réalité de ce qu'a été ce concours? C'est faire l'autruche. C'est faire l'autruche à tous les niveaux. C'est éminemment politique. Aussi bien dans la façon dont les gens votent, on va pas se leurrer. Bien évidemment, une chanson des Balkans va être soutenue par tous les autres pays des Balkans. Les Croates vont voter pour les Serbes, pour les Albanais. Enfin, voilà, c'est assez connu. Ensuite, chaque chanson laisse entendre un message qui est la plupart du temps politique. De nos jours, tout est politique, toute revendication, tout. Donc, c'est imaginer que tout ça puisse être totalement plat, tel un encéphalogramme, ça me paraît complètement impossible. Et puis, ça n'a pas de sens. Ouais. Nemo, quand il chante sa chanson, le texte, il n'est pas politique. Mais le fait de venir avec une jupe, c'est politique. Ouais. Peut-être pas pour lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas la raison d'eux. Mais pour la réception. Donc, dire ça veut dire quoi? Il faut tout lisser. Donc, on fait que des chansons « Je t'aime, mon amour ». Exactement. On vient habillé en uniforme. Oui, ça, même surtout... ça serait politique, dans le fait de vouloir lisser de l'uniforme dans l'aseptisation. Mais c'est toujours effectivement l'organisation qui se prend un peu les pieds dans le tapis par rapport à ça, puisque d'un autre côté, ils disent on défend les valeurs d'inclusion, de diversité, et on ne transige pas là-dessus. Donc, c'est politique aussi. Et le fait d'exclure la Russie est un acte totalement politique. Alors, l'exclusion de la Russie, c'est le diffuseur russe, puisque ce sont les membres de l'UER, ce ne sont pas les pays qui sont exclus de l'Eurovision, c'est les diffuseurs. Et donc, l'UER a estimé qu'à partir du moment où Channel One a la chaîne russe, donc a servi la propagande du Kremlin en disant notamment que la Russie avait attaqué l'Ukraine pour la dénazifier, elle avait enfreint le règlement pour pouvoir continuer à être membre adhérent. Et donc ça arrive aussi à un moment où la Russie subit plusieurs sanctions à l'échelle internationale de nombreux États. Donc la question de l'UER, il y a une dimension politique, mais l'UER va dire c'est le diffuseur qui ne remplit plus les fonctions pour être candidat. Tout comme la Biélorussie a été exclue, et on en parle moins parce qu'ils avaient présenté une chanson nationaliste, etc. Avec entre les lignes, c'était vraiment tu vas marcher droit, je vais te montrer la marche à suivre, etc. Et tu vas pas discuter. Enfin, il y avait vraiment un truc. Voilà. Et bon, la Biélorussie a été exclue aussi. Et effectivement, voilà, se poser la question de est-ce que la Russie peut participer à un concours où l'Ukraine également participe, comment ça se passe sur place. Voilà, j'étais pas dans les discussions là-bas, mais officiellement l'UER va dire on a exclu le diffuseur, on n'a pas exclu la Russie. Ça bien évidemment. Donc là, cette année, il n'y aura pas de représentant russe. C'est déjà le cas depuis plusieurs années. Non, il n'y en a plus. Et la Russie veut lancer son concours Intervision. Enfin, c'était un concours inspiré de l'Eurovision, apparu dans les années 60, où même des pays comme l'Espagne pouvaient participer. Mais en faisant un contre-pied et en mettant en avant des artistes dans le droit chemin. Voilà, c'est ça, où il est interdit. Enfin, il faut célébrer les valeurs traditionnelles. Voilà. Donc, c'est un concours politique également. Mais ils avaient déjà fait des histoires avec, il me semble, une chanteuse qui s'appelait Jamala. Oui. Où elle avait chanté dans une langue. C'était la gagnante ukrainienne en 2010. C'était en 2017. 2017. Non, 2016. C'est quand la Russie avait annexé la Crimée. Ouais, c'était quelques années après. Enfin, c'était 1 ou 2 années après. Elle chante 1944, qui se réfère à la déportation des Tatars de Crimée. Voilà, sa grand-mère était une Tatar de ça. Crimée. Elle chante cette chanson. La première phrase, c'est When strangers are coming, they come to your house and enfin, ils vous tuent tous et ils vous disent on est We're not de rien. guilty. Voilà. Et donc le message, on chante une chanson historique qui fait référence à 1944. Or, ça faisait référence à 2014 et la Russie lui a causé des soucis là-dessus. Et oui, il y a eu toutes les années qui ont suivi entre la Russie et l'Ukraine. L'Eurovision, c'était un terrain d'affrontement puisque l'Ukraine a
organiser l'édition d'après. La Russie a voulu envoyer une artiste. Ils ont fait un choix d'une artiste qui était en fauteuil roulant, souffrant d'une pathologie assez lourde, en se disant ils n'oseront jamais exclure cette candidate. Or, cette candidate avait chanté dans la Crimée annexée après donc l'annexion par la Russie, ce qui est interdit désormais en Ukraine. Aucun artiste qui a performé en Crimée depuis l'annexion ne peut se produire dans le pays et même est interdit de séjour dans le pays. Donc non, la règle est la même pour tout le monde et tu as été exclu. Et la Russie a décidé de se retirer du concours de cette année-là. Et en fait, ça a toujours été pendant des années, les années qui ont suivi. Quand on sait que les Russes votaient principalement pour les Ukrainiens et les Ukrainiens principalement pour les Russes, on se rend bien compte que les populations, malheureusement, sont tributaires de tous ces dirigeants qui font la guerre et les peuples ne font pas. Mais du coup, ce qui rend caduque ce que tu nous as lu. Sur le fait que l'Eurovision. Sur le côté apolitique, oui, voilà. Oui. Mais c'est la politique de l'autruche. On fait semblant de ne pas comprendre. Exactement. C'est ça. Mais est-ce que, de par un peu le climat aussi politique actuel qu'il y a aujourd'hui, et là je vais forcément parler de la communauté LGBT, où j'ai l'impression qu'on, pas forcément en termes de droits, pas forcément dans tous les pays, mais en termes de considération de comment on parle et aussi de la parole qu'on donne de moins en moins aussi à cette communauté-là, je pense aux personnes trans notamment aux États-Unis et dans d'autres pays, est-ce qu'on n'a pas peur de ce que peut devenir l'Eurovision aussi en termes de liberté, qui peut être justement un petit peu réduite? Si, il faut avoir peur. Moi je pense que faire preuve d'optimisme en permanence, c'est pas toujours très objectif. Et je pense que les années à venir vont être, tu le disais en début de podcast, un combat aussi où va falloir montrer que non, on ne compte pas revenir en arrière, on ne compte pas régresser, contrairement à une partie de la population européenne qui pousse dans ce sens. On le voit, de plus en plus de pays européens sont dirigés par l'extrême droite. Les droits LGBT sont bafoués, grignotés au fur et à mesure. C'est quelque chose de lent, de gangrénant. Les choses ne vont pas se faire en un jour, mais on peut imaginer, et je n'espère pas, mais on peut imaginer que dans 7-8 ans, le concours d'Eurovision puisse ne même plus exister, ou à minima avoir une sorte de cadre qui empêche toute expression, je dirais... du savon, quoi. Ouais, voilà, on repartir un peu sur le projet de la Russie, quelque chose de vraiment... qui met en avant une seule façon d'exister, une seule tradition, une majorité absolue qui mérite d'exister et pas les autres, quoi. C'est ça qui est possible. Ouais, je dirais qu'il faut effectivement rester vigilant. Ce qui m'invite à l'optimisme, c'est le fait que il y a, dans ce qui a été dit sur le fait de défendre l'Eurovision comme un espace qui défend les valeurs d'inclusion, de diversité, il y a quand même une dynamique qui est encore d'être cette poche de résistance. Les pays les plus influents dans l'organisation du concours, c'est ce qu'on appelle le Big Five. Alors, il y a l'Italie de Meloni, mais il y a la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Et je pense que tant que ces pays-là continueront aussi à tenir bon et voilà, et on voit que c'est quand même des pays qui cherchent à amener le débat et à la France aujourd'hui, par exemple, tu prends l'exemple de la France, tu vois, aujourd'hui, au moment où on parle, il y a quand même de plus en plus de puissance du côté obscur, si je peux me permettre. Les prochaines élections sont en 2027. Tout va très vite. Quand je parlais de 6-7 ans, regardez la rapidité avec laquelle se font les choses aux États-Unis. Il suffit parfois de moins d'un an. Il suffit d'une élection. Donc c'est là où la vigilance, même si aujourd'hui en effet cette poche de résistance est là, et en effet dans le Big Five il y a des pays qui sont majoritairement progressistes, tout va très vite. Oui, il faut rester vigilant. Mais c'est, comme on sait que dès qu'il y a des avancées, les retours en arrière sont toujours là. Il y a toujours un backlash, le retour de bâton. La peur. Et faut jamais penser les choses pour acquises. C'est ça. Mais est-ce que cette plateforme elle a déjà été brimée ? Vous qui êtes des spécialistes depuis 56, est-ce que c'est déjà arrivé? Elle existe depuis les plus belles années, les 30 Glorieuses. Enfin, elle existe depuis les périodes les plus soft, où il y a eu plutôt une pente ascendante. Oui, voilà. Et puis, en fait, le côté progressiste, avec des guillemets de l'Eurovision, il s'exprime finalement depuis 20 ans. Parce que quand le groupe Tattoo participe en 2003, la peur des organisateurs, c'est qu'elle s'embrasse sur la bouche. Ce qui contreviendrait au programme familial
que veut être l'Eurovision. Donc, on voyait qu'à l'époque, ça crée un petit peu quelques remous. Donc, il n'y a pas vraiment eu de retour en arrière, parce que c'est vrai que l'Eurovision, là aussi, quand on parlait de la création, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est 11 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en pleine reconstruction, et c'est cette idée de se retrouver dans une compétition, mais pacifique. Ces pays qui se faisaient la guerre, pour la plupart, 10 ans, un peu plus de 10 ans avant, là, se retrouvent pour chanter ensemble, partager la même plateforme et regarder le même programme un soir dans l'année. Et ça, c'était symboliquement aussi assez fort. On va essayer de garder espoir, donc ça va être un petit peu la morale de cet épisode, mais je voulais quand même qu'on mentionne quelque chose. Marlène, tu m'avais parlé de l'Eurovartovision, et je veux pas qu'on finisse cet épisode sans en avoir discuté, tout simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, moi je suis la fière représentante de l'Italie avec Raggio di Luna de l'Eurovartovision, meilleur représentant de l'Italie sur les 10 premières années de l'Eurovartovision, les gars. L'Eurovartovision, c'est un show qui est organisé par Vartoš, qui s'est fait connaître en tant que transformiste de Sylvie Vartan. Chez Michou, je crois. Et donc, il avait créé ce concours. Alors, je crois que ça n'existe plus, mais si c'est le cas, quel dommage. Mais donc, en fait, le concept, c'était Vartoš, il appelait ses amis artistes et il leur assignait un pays, une chanson. Après, carte blanche à l'artiste de créer tout ce qui... Mais il fallait chanter la chanson en vrai. On chantait en live sur scène avec des musiciens. C'était toujours dans un grand théâtre parisien. Jean-Paul Gaultier était le président du jury. Et il nous donnait des points. Les fonds étaient reversés à des associations qui luttaient contre le sida ou pour la recherche. Et ça existe. Je crois avoir vu que 2019... d'après ce que j'ai compris, était la dernière édition, mais il faut absolument que ça revienne. Alors là, pour le coup, grande fête queer. Ouais, tu me l'as bien vendu, là. Il faut absolument que ça revienne. C'était tellement fun, qu'est-ce qu'on rigolait. Mais on rigolait, mais c'était sérieux. Parce qu'il y avait un jury sérieux. Moi, quand je l'avais fait, il y avait donc Jean-Paul Gaultier, il y avait Armand Altaï, c'était que des professionnels qui jouent le jeu, puis ils sont là, Italie, 12 points. J'adore. Bon, on va quand même arrêter cet épisode en soutenant, je pense, Louane, quand même, pour le bien cette sûr, édition. Bien on sûr. a vraiment Beaucoup de force. Merci à vous, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Têtu Bavarde. Merci à nos 3 participants du jour, donc Hugo, Marlène et Fabien. Merci également à Paul, à la régie, à Mathieu pour la DA, à toute l'équipe Têtu pour la conception de ce podcast. Carla, Clara, David, Maureen, Tabi, je pense qu'on est bon. Merci, je vous donne rendez-vous du coup dans 2-3 semaines. On va faire de notre mieux. Et encore merci. Merci à vous. Merci.